voudrais donner le sens de notre présence aujourd'hui ici. C'est une réunion organisée par le Grand Meeting. Alors, le Grand Meeting est un concept qui date de 3 ans déjà. Chaque année, en date du 15 août, nous nous retrouvons tous ici pour essayer de réécrire à notre façon l'indépendance nationale, de se refilier avec le peuple congolais qui fête en même temps que nous cette fête nationale. Le dernier Grand Meeting, on s'était adressé à la question de la résistance. C'était donc le mot d'ordre qui partait d'ici. On demandait donc à la résistance de se réveiller. Il y avait aussi la question de l'appel à la désobéissance civile et la résistance face au coup d'État constitutionnel de Denis Sassou Nguesso. Donc ça, c'était les thématiques la dernière fois. Or, ces thématiques-là ne sont pas restées des thématiques des gens de la diaspora. Vous voyez que le 27 septembre, ces thématiques ont été reprises par les nôtres au pays. Donc, c'est ça l'articulation entre ce que nous faisons ici et les conséquences pratiques sur le terrain du discours du Grand Meeting. Aujourd'hui, ici aussi, il y a un mot d'ordre important qui est proposé dans ce sens-là, qui est le Front uni. On ne peut plus rester comme ça. Il faut que le rassemblement se passe par le Front uni. Le Front uni est donc la nouvelle alliance, semble-t-il, que nous serons obligés ici de formaliser pour proposer à nos frères. J'avais juste une pensée pour remercier Sanelli, tous ceux qui ont organisé justement ce moment, qui devient une tradition, comme tu l'as répété. En tout cas, je souhaite à tout le monde bonne fête de l'indépendance, surtout, parce que c'est notre fête aujourd'hui. Et en même temps, j'étais avec ma soeur tout à l'heure, qui est au Congo, et j'ai dit bonne fête de l'indépendance. Elle a dit, oh, que l'indépendance, c'est plutôt bonne fête de la Sainte Vierge, parce que au moins elle doit intercéder pour nous auprès de Dieu là-bas, parce que le Congo a un réel problème de réconciliation, d'unité, de reconstruction, et voilà. Je pense même rebondir sur les dernières paroles que venait de tenir mon frère aîné, et qui, s'adressant, parlant à la grande sœur ou petite sœur, je ne sais pas, au pays, et qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup réjoui. Quand elle vous dit quelle fête, la fête pour la Sainte Vierge Marie, oui, mais la fête pour le Congo, elle a dit non. Il se passe à Brazzaville le 4, dès le 4, à Brazzaville Sud, dès le 4 avril, ce qui se passait, ce que nous avons tous déploré, ces bombardements, ces attaques, qui sont poursuivis jusque dans le Poul, et que quelque part, je vais constater que le président François Hollande ne dit mot. Alors que, quelques mois auparavant, le président François Hollande, c'est lui qui a autorisé M. Denis Sassou Nguesso. Il est venu le voir, il était venu le voir expressément en juillet 2015 pour lui demander effectivement s'il pouvait organiser un référendum pour changer la Constitution, pour modifier la Constitution. Les Congolais naissent avec un péché véniel. Et ce péché, qui équivaut à la pomme croquée par Adam et Ève, c'est le conflit de février 1900. Contrairement aux apparences, le tribalisme ne profite à aucune ethnie, ni à aucune tribu du Congo. Bien au contraire, elle a produit des injustices, des inégalités, des conflits, des crises et une instabilité politique chronique qui paralyse le moindre effort de progrès économique et social. Les récentes guerres civiles et la situation politique actuelle sont une illustration patente de cette réalité. Le tribalisme est né avant tout dans la tête des Congolais, et c'est dans la tête des Congolais qu'il faudrait commencer à le combattre. La formation des esprits est donc indispensable. C'est vrai que nous ne sommes pas indépendants. Mais si cette situation-là perdure, parce que malheureusement, nous n'avions jamais eu un projet collectif commun qui entraîne tout le peuple. Sinon, on arriverait
justement à un référendum par rapport à ça, pour se vouloir indépendant. C'est là où se pose maintenant la problématique de nos politiques. Et c'est là où la nouvelle génération doit être bienveillante par rapport à ce qui se passe et au Je remercie les organisateurs de cette manifestation en fait qui persistent et ils continuent à le faire. Il faut les encourager pour qu'il y ait des échanges. Je déplore le fait que dans la communauté on cultive la division et on cultive les suspicions, on cultive des mauvaises intentions et des accusations bêtes. Nous sommes tous dans le même combat. On devrait normalement nous soutenir. Chacun a le droit de se tromper, de tomber. C'est à nous de relever celui qui tombe, pas de l'enfoncer dans sa bêtise. Je déplore cela et vraiment chacun de nous doit prendre cet engagement de réprimander ces gens qui causent du tort dans la communauté et qui démobilisent la communauté. Et aujourd'hui, nous devons aller vers l'unité d'action. Espérer la chute d'un individu ne suffit pas, parce qu'il est remplaçable. Il y a un nid au Congo qui produit ce genre d'individu. Il faut plutôt s'attaquer à ce nid et le détruire. Mais si vous vous trompez de cible, ben on sera toujours sous la domination de ce système. Et ce système, moi je l'ai intitulé despotisme constitutionnel. Parce qu'en fait, le despote, c'est de prendre tout le pouvoir et le garder pour soi-même. Mais là, c'est pire au Congo parce que l'usurpation du pouvoir est inscrite dans une constitution. Et que, soi-disant, le peuple a voté. Si les gens étaient vraiment conscients, ils l'avaient vraiment simplifié comme cela, s'ils l'avaient vu, déjà ils n'iraient pas aux élections. C'est pas possible. Vous savez que c'est comme ça. S'ils avaient compris cela, ils ne devraient pas se déchirer ou chercher le leadership entre eux. Ça ne sert à rien. La première étape, c'est d'abord de gommer ce système. Je suis un des organisateurs de ce concept du grand meeting, dont le but, depuis 2014, avait été de donner la parole à tout citoyen congolais, à tout acteur, donc d'exiger la République. Il m'incombe alors, dans ce débat-là, de vous parler du rôle de la diaspora et de l'alternance politique. Nous sommes des éléments d'une communauté de la nation congolaise. Toute la nation congolaise, elle existe parce qu'il y a des individus à l'intérieur de cette communauté. Et vous verrez un peu autour de nous que certaines communautés, lorsqu'on s'attaque à un élément de la communauté, eux, ils comprennent que c'est la communauté qui est fragilisée. Aujourd'hui, chez nous, il y a un drame dans la région du Poul. Et j'ai comme l'impression que quelques-uns ne le savent pas. La somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. À défaut de faire un projet de société sur la réalité économique et sociale qui est très dure pour bon nombre de Congolais, on nous a inventé quelque chose qui s'appelle le vivre ensemble. Ça veut dire quoi, le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est un enjeu incontournable dans ce monde en pleine mutation. Cette question, cette problématique, elle existe aussi en France, partout. Donc, à l'ère de la mondialisation, la discussion entre universalistes et relativistes est à nouveau engagée. Il est plus facile de diviser que de rassembler sur des objectifs communs. Et là, je fais référence à Brazza. Le pouvoir en place, depuis plus de 32 ans, a mis comme stratégie, a élaboré comme stratégie, diviser. Ce sont les maîtres de slogan. Une école, un champ. On n'en parle plus. Il n'y a plus d'école, comme disait Henri, donc il n'y a plus de champ. C'est clair. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Que des slogans, sans suite.
on n'en fait jamais le bilan. C'est vrai que les camarades sont fâchés avec le bilan. Finalement, le vivre ensemble, c'est un défi que ne peut relever ce pouvoir. Excusez-moi de le dire. Car ce pouvoir a favorisé des comportements criminogènes en tous sens, c'est-à-dire le détournement des deniers, les crimes de sang et j'en passe. Un pouvoir corrompu, inique, incompétent, qui a montré ses limites depuis des lustres. Pourquoi avons-nous échoué? Alors, je nous renvoie la balle. Hein. Je pense que ça fait déjà depuis 2014 qu'on a commencé le grand meeting et on espérait aujourd'hui ne plus être présent ici en France encore dans ces lieux pour refaire encore le grand meeting. Bon. Notre échec est dû déjà dans un premier temps, on n'a pas respecté les accords de Diatta. Donc je pense que c'était déjà la première, c'est l'une des causes, je dirais, principales. Parce que bon, je pense que en allant aux élections, ça c'est mon avis, on a quand même trahi le peuple parce qu'il y a des gens qui sont morts. Je pense qu'on a quand même eu les résultats parce que bon, au niveau de Brazzaville, les jeunes se sont levés. Même si on dit que la diaspora ne contribue pas, mais bon, je pense que quand même que la diaspora à cette époque-là a quand même joué un très très rôle sur la mobilisation, la conscientisation. Et bon, là, ça donnait ce que ça donnait en octobre quand effectivement le travail des partis politiques hein, sur le terrain, hein, parce que ça on peut pas leur enlever ça, ils ont travaillé. Hein, ça a quand même donné une mobilisation de la jeunesse qui sont tous sortis dehors. Et ça, nous avons tous salué ça et on était contents là. Bon. Et après, bon, malheureusement, ce qui s'est passé, alors lorsque Sassou Nguesso a décidé d'aller aux élections, et nous dansons au même rythme que Sassou Nguesso, nous sommes partis aux élections avec lui. Je pense que bon, pour moi, c'était la plus grosse trahison. Je pense que la diaspora quand même doit jouer son rôle. Nous devons rester crédibles. On se bat contre Sassou Nguesso, on se bat contre un système, on se bat pas contre X ou Y de nos frères qui se battent pour la libération du Congo. Il faut que la diaspora, nous devons nous relever, nous reprendre, parce que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça ne nous sert pas, ça nous dessert. Et ça, c'est un vrai drame, la diaspora. Parce que on était peut-être une fierté hier, on a bien commencé pour nos frères au niveau de Brazzaville, et là, on devient je dirais, on nous a traité de diasporie, je ne sais pas, j'entends, un peu partout, et c'est dommage. Nous devons être cette lumière, nous devons briller, nous devons être l'exemple. Sassou ne partira que par l'unité des Congolais. Nous devons être unis. Bon, à chaque fois, j'ai souvent dit, bon, Sassou doit partir comment? Alors, est-ce que ce sera par le dialogue? Est-ce que ce sera par une insurrection? Je ne sais pas. L'armée congolaise, dans son histoire du Congo, apparaît comme le vecteur de déstabilisation du pays. De par ses nombreuses interventions intempestives dans la vie politique du pays, l'armée n'aspire guère confiance dans la classe politique comme dans la population civile. Après le hold-up électoral du 20 mars 2016, l'armée républicaine fait place à une milice bonifiée de M. Sassou qui met en scène une coopération étroite avec M. Abdoulaye Miskin, le mercenaire centrafricain qui est doté d'une impressionnante milice étrangère avec à son effectif plus de 1000 soldats, personnes, qui sont payés avec l'argent du contribuable congolais et qui sont logés gratuitement. Je note avec un intérêt particulier aussi la proposition du Front républicain uni que prône Sanélie Tamba. J'espère qu'elle aura le temps d'amplifier l'explication qui a tout son sens dans le combat puisque il y a quand même, le but c'est quand même de fédérer, de converger les intelligences pour une dynamique de résistance. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont répondu présent à cet appel. Donc, la fête de l'indépendance. Nous ne fêtons pas l'indépendance, bien sûr, parce que nous ne sommes pas indépendants, mais il faut toujours marquer le coup, à rappeler que normalement le Congo devrait être indépendant.
nous avons au pays une dictature qui sévit depuis plusieurs années. Toute l'activité gouvernementale post-1997 est, dans son expression même, contraire au droit attendu que la Constitution du 15 mars 1992, la seule vraie depuis l'indépendance, parce que seule et unique émanation authentique du peuple, récuse toute prise de pouvoir par la violence et exige la désobéissance civile contre tout pouvoir issu d'un coup d'État ou qui s'exercerait de manière tyrannique. Les affrontements fratricides qui ont suivi le coup d'État du 5 juin 1997 sont la preuve de la fidélité du peuple à sa constitution qu'il a défendue, y compris au sacrifice de son sang. Le refus par le pouvoir d'accéder à l'idée d'organiser avec toutes les composantes de la Maison Congo un véritable dialogue et son obstination à ne convoquer que des monologues, ces échanges de soi-même avec soi-même, ainsi que l'attestent les différentes pseudo-concertations à l'allure des dîners de gala, ont engendré la ruine de l'âme et l'autodestruction nationale. D'où l'urgence de la convocation d'une instance consensuelle dotée de pouvoirs étendus et exceptionnelle, seule capable de réhabiliter la République et de la rétablir dans ses droits et ses attributs existentiels et basiques. En avant pour le changement, dans la paix, la liberté, le progrès et la démocratie, en vue de l'émergence d'un État de droit garant d'une République laïque, juste, une et indivisible, citoyenne et concurrente. Je vous remercie. Donc effectivement, n'importe qui peut prendre le pouvoir. On a eu l'exemple du général Mokoko qui n'était pas du tout politique. Hein. On a vu l'engouement du peuple congolais quand il est allé sur le terrain. Le peuple a soif. Il a soif. Ce peuple-là veut absolument le départ de Sassou Nguesso. Ils n'en peuvent plus. Ils sont à l'agonie. Le peuple est à l'agonie. Les Congolais peuvent aujourd'hui s'unir et faire un front contre ce système. C'est seulement dans l'unité que nous y arriverons. Effectivement, nous avons parlé du Parlement libre entre-temps. Hein, pourquoi pas au Tibet, il y a un Parlement libre. Mais cela ne peut se faire qu'avec la participation des politiques qui sont à l'intérieur du pays. Hein, il faut vraiment que la diaspora soit que nous soyons les représentants de ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Parce que la politique, nous disons politique aujourd'hui, nous disons que nous sommes des hommes politiques, des femmes politiques, mais nous sommes à l'extérieur du pays. Nous ne maîtrisons pas le terrain. Mais au Congo, nous avons ceux qui sont sur place qui maîtrisent le terrain. Donc on a tout intérêt à mettre ensemble nos forces pour arriver à bout de ce système. Si de temps en temps la diaspora pouvait organiser ce genre de conférence, je crois que ce serait une bonne chose. Parce que je m'aperçois personnellement qu'au niveau de la diaspora, l'on passe beaucoup de temps. Finalement, de part et d'autre, il y a des flèches qui ont été préparées, non pas pour neutraliser le système, tel que le camarade qui est passé tout à l'heure l'a décrit, mais finalement, ces flèches qui sont préparées, c'est finalement pour nous entretuer entre nous. Et je constate qu'au niveau de la place de Paris, il y a comme des éléments qui sont devenus des grands censeurs. Vous voyez? Au niveau de la diaspora, il y a des gens qui se sont érigés en censeurs, qui leur a donné ce rôle de censeur. Vous voyez, ils sont autoproclamés censeurs. Quand un tel interview, mais enfin, non, je crois qu'il faut que la diaspora reprenne les choses, disons, revoie les choses correctement. Sur ce qui se passe, parce qu'on a parlé de suspicion par ici, de suspicion par là, savoir où est-ce que nous allons, peut-être qu'il faudrait revenir sur la question de comment justement permettre une alternance ou un changement de système, avec ou pas avec Sassou. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui disent qu'il faudrait qu'il y ait une négociation apaisée de telle sorte à permettre
justement une transition. D'autres disent pas de négociations du tout, il faut le faire partir, c'est un bandit. Donc peut-être qu'il faudrait que nous qui sommes ici ayons l'aisance nécessaire de discuter sur ce problème-là, et puis éventuellement, par rapport à la décision dominante, comment maintenant diriger la lutte après. Ouais, je crois qu'au Congo, nous avons un problème de déficit démocratique. Ce que nous devons faire, je ne dis pas que revendiquons l'état de droit, mais battons-nous pour l'état de droit, l'instauration d'un état de droit. Je ne veux pas répondre directement à notre ami Christian, parce qu'il dit qu'il est d'accord avec le système, qu'un président peut prendre tous les pouvoirs, ça ne le dérange pas. C'est là que va s'annoncer, comment dirais-je, une reconstitution de la majorité des Congolais qui veulent une république. Donc on ne peut pas dire que tous les Congolais voudront qu'on ait une république où les pouvoirs sont séparés et équilibrés. Réglons ce problème-là. C'est pas pour ne pas dire s'il vous plaît, mais il doit nous plaire à nous tous de régler le problème avec la France, donc de l'indépendance. Depuis le retour de Sassou au pouvoir, il nous a démontré que s'il y a un dialogue avec lui, vous avez l'exemple de Diata et vous avez l'exemple de Dolizy et de vous. En tout cas pour Sassou, le dialogue pour lui c'est celui-là. C'est ce qu'il nous a montré, en tout cas depuis qu'il est revenu au pouvoir. Non, il veut toujours dialoguer, mais dans le cadre de vous et de Diata. Celui que nous pensons là, en tout cas pas question. C'est ça le problème des Congolais. Nous n'allons pas décréter comme ça que le Congo deviendrait un pays démocratique. Jamais. Si vous croyez à ça, rêvez. Si vous rêvez à ça, je te dis, nombre d'entre nous ici attendent le moment. Demain, nous allons rentrer au Congo. Mais c'est le premier à mettre les autres en prison. Comment pratiquement rassembler ou unifier les Congolais de la diaspora? Concrètement, ça veut dire quoi? Je prends par exemple la tenue de ce grand meeting-là. Dans certaines personnes, que je ne citerai pas de nom, ici, qui m'ont dissuadé de ne pas participer à cet événement, sous le prétexte que ça serait une façon de cautionner l'idée d'une perspective d'un dialogue avec le pouvoir en place, dans la perspective d'une mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Alors, car certains pensent que le CAP, qui est plus ou moins l'organisateur de cet événement, étant proche de l'UPADS, alors que dans son ensemble, la diaspora penserait différemment. Dans ce contexte, quel est le discours fédérateur en vue d'unifier tous les Congolais, non seulement de la diaspora, mais aussi en synergie avec l'opposition interne au pays, élargie à tous les Congolais, afin que nous ayons la même lecture politique et partagée par tous. Et j'ai entendu, j'ai compris aussi l'intervention de mon cadet et frère Madédé, qui, dans son argumentation, a souhaité l'exigence de la République. Mais compte tenu de cette division-là, finalement, quel est l'espace ou l'instance qui serait susceptible d'incarner cet objectif-là? Est-ce que ça passe nécessairement par un leader? Ça, je pose la question. Donc je pense qu'il faut avancer. Parce que si on reste dans des positions fixes, ce n'est pas bon. Donc il faut que l'opposition s'y organise, ce que j'appelle la nouvelle opposition, parce qu'elle est partie aujourd'hui, les partants aux élections, les non-partants, ce qui fait que ça donne une faiblesse. Maintenant, il faut refonder assez rapidement, en tout cas, l'opposition. L'opposition n'a pas besoin d'un chef, l'opposition a besoin d'une direction collégiale, comme à l'instar de l'Union européenne d'ailleurs. À un certain moment, ils ont tourné avec cette méthode. On a vu des petits pays exercer la présidence de l'Union européenne. Donc on n'a pas besoin de chef. On a besoin d'une direction collégiale et assez rapidement se mettre au combat. Enfin, vous voulez la démocratie. C'est normal qu'il y ait des partis politiques dans une démocratie. Aujourd'hui, ce n'est pas encore la question de parti politique qui est CAP, qui est UPADS, ainsi de suite. Hein. Aujourd'hui, la question c'est de comment faire partie de Sassou Nguesso. Et donc aujourd'hui, on sommes tous ensemble, on devrait être tous ensemble des Congolais, un Congolais qui veut le changement dans son pays, qui rêve du départ de Sassou Nguesso. On devrait tous se mettre ensemble pour nous unir, pour nous battre, pour chasser Sassou Nguesso du pouvoir et son système.
Et une fois que ce sont de son parti, eh ben, écoutez, la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple. Et à ce moment-là, chaque parti, chaque membre rentrera dans sa maison, il ira draguer les populations, et à ce moment-là, c'est le peuple qui choisira son président. Restaurer la démocratie. Ça, c'était l'idéal qui nous a conduit à la conférence nationale. Et donc, quand on prépare tous ces événements-là, il n'y a pas un problème de leadership. J'ai été dans toutes les réunions, j'étais le plus jeune à cette époque-là. Hein? J'étais le plus jeune à tenir les réunions avec le plus vieux, le plus âgé. À l'époque, c'était le vieux Kolela. Et après, donc, il y avait les Tambatamba, il y avait les Mokoke, il y avait les Michel, comment est-ce qu'on appelle, Bokamba Yangouma, les Moïse Lobé. Il y avait un seul idéal, restaurer la démocratie qui avait été arrêtée en 1963. Celui qui a peur de la conférence nationale, du débat, du dialogue, c'est Sassou. Moi, j'ai de quoi dire si on va à la conférence nationale. Si on va au débat, moi, j'ai de quoi dire. Mais est-ce que Sassou aura aussi de quoi dire? Je ne sais pas. Mais il y en a qui a peur du dialogue. Voilà. Le dialogue, oui, moi je suis prêt aujourd'hui que nous décidons et qu'on donne une date. Hein. Qu'on donne une date, si c'est dans 48 jours ou c'est dans 2 mois. Mais donnons une date. Nous avons ce pouvoir. Et moi, on a eu cette chance ou cette malchance d'avoir participé à la conférence nationale. Sauf que, à la conférence nationale, bien sûr, on avait un même idéal, c'était d'aller de restaurer la démocratie ou d'inventer la démocratie, mais en même temps, il y avait un problème, ce qui était celui de la souveraineté de l'événement. Et tout le débat était là. Les batailles se sont passées à l'intérieur de la conférence nationale sur la notion de souveraineté. Il y avait des gens du PCT qui estimaient qu'il fallait que le PCT, d'autres structures qu'ils avaient organisées, manipulées, qui estimaient qu'il fallait que la conférence nationale soit non souveraine. Et toutes les forces qu'on a appelées les forces de changement ont pesé dans cette salle pour que cette conférence nationale soit souveraine. D'où ce que nous avons obtenu après, les élections et tout le reste. Quand je vois certains parler de dialogue, je me dis tout simplement, j'espère qu'ils auront le courage, la force d'imposer un dialogue à quelqu'un qui estime qu'il a gagné et qui estime qu'il faut passer à autre chose. Quand la communauté internationale fait ce qu'elle fait, ça ne me surprend pas des gens comme nous. Durant toute cette période, on a été un peu partout, ici et là. On a bien vu, et je l'ai dit souvent dans mes communiqués de presse, on a bien vu le ministre des Affaires étrangères du Congo qui est venu à Paris. Et ici, on lui a dit que bon, d'accord, vous êtes un gouvernement de fait, on reconnaît tout, mais il faut aller vers le dialogue inclusif avec les autres. Mais est-ce que dans le schéma de Sassou Nguesso et dans le schéma, disons, du PCT et des partisans du PCT, est-ce qu'ils sont dans la même définition, le même contenu du dialogue que nous? Moi, je pense que toute la question, elle est là. Mais connaissant un dictateur qui a connu la conférence nationale, qui estime que c'était l'un des moments les plus graves, dramatiques de sa vie, aujourd'hui, ce monsieur qui a eu le pouvoir, mais vraiment se foutant de la communauté internationale, organiser ces élections à huis clos, les proclamer à 5 h du matin, etc. Et je ne vois pas ce monsieur qui, petit à petit, veut se faire reconnaître par la communauté internationale, des petits voyages, des petits chefs d'État, des rois télé africains qui vont le voir, Morio et autres, pour légitimer le fait que réellement je deviens président. Sincèrement, moi c'est le doute. Sinon, pour le principe, on est tous dans cette démarche de dialogue. Un pays qui ne se parle pas est un pays qui meurt. Nous sommes dans un combat, et ce que les Sanelli ont dit tout à l'heure, c'est important. Qu'est-ce qu'au niveau de la diaspora, nous faisons ensemble? Et Sébastien, c'est aussi ton rôle, c'est le rôle de tous les intellectuels qui sont ici, vous tous qui avez donné tout à l'heure cette conférence. Nous avons des jeunes gens, nous avons une communauté ici. Il faut les former, il faut les éduquer, il faut qu'ils comprennent la notion même de tolérance, comme on en parlait tout à l'heure.
Moi, je connais cette famille, les Tamba-Tamba. Je les ai côtoyés depuis que j'étais au lycée, j'ai connu leur père et tout. Mais c'est des enfants qui sont élevés dans le sens de la critique, même avec leur père. Est-ce parce que le père est membre du CAP, ou soi-même on est membre du CAP, que forcément le CAP qui est là-bas, qui vit d'autres réalités, et ici, il faut d'abord considérer les autres comme des militants. Les militants de la liberté, on est sur le terrain, et ces gens-là se sont battus dès le départ, avant même que certains ne rejoignent le mouvement. Alors, et le conseil aussi que je donnerais à ceux qui m'écoutent ici, c'est que quand on rentre en politique aussi, il faut les avoir bien suspendus. C'est-à-dire que vous aurez toujours ce type de propos, d'envie, de jalousie, etc. C'est ça la politique aussi. Donc il faut être cuirassé quand on fait la politique. Pour le reste, Sébastien, je crois que nous allons là, aller vers septembre, nous allons avoir une bonne année, certainement. Moi je pense que le combat doit se poursuivre et je pense aussi que désormais, il faudrait que nous ayons ce type de rencontre. Elle est sereine, on n'est pas venu là pour crier sur quelqu'un, on a échangé, il y a des gens qui disent, bon, il faut aller au dialogue. Ok, ils peuvent convaincre aussi les autres en disant, bon, nous voulons partir au dialogue parce que nous estimons que c'est possible, c'est pertinent, et puis, bon, il y a une contradiction. À partir de la contradiction, on avance. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, à la guerre comme à la guerre. Comment nous allons nous organiser? Comment les intellectuels vont s'organiser? Mais vous avez un devoir, c'est aussi de former, d'éduquer, et puis de prêcher. Est-ce qu'on peut gouverner avec un dictateur, vu que justement il a ses principes, il a ses valeurs? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas les moyens suffisants. Ici, Zoya a bien dit qu'on a échoué quelque part. Quand on va être raisonnable, on dira qu'on a échoué. On n'a pas fait l'alternance démocratique. On n'a pas renversé Sassou même à travers les urnes. Aujourd'hui, la direction politique est emprisonnée, en clandestinité, battue. Il n'y a personne aujourd'hui. Alors, le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait alors injurier ceux qui sont partis voter pour faire partir Sassou. Mais il y a eu des gens qui sont partis voter. Cette contrepartie, qu'est-ce qu'on fait de cette contrepartie politique? On en fait quoi? Mais il faut que ça soit institutionnalisé, cette contrepartie politique. Et c'est ça qui fait que je propose la cohabitation politique équilibrée après une discussion nationale. Bien sûr, avec les forces qui vont nous aider dans ce sens-là. Cette proposition, elle est plus réaliste parce que le pays a une jurisprudence de ça. L'affaire que parle MAP. Et cette fois-ci, il n'y aura pas que les politiques. Il faut qu'il y ait une partie, comment on appelle ça là, une part de la diaspora, une part de la société civile dans cette cohabitation politique. Voilà ce que je propose. Je pense actuellement qu'il nous manque de stratégie. On ne peut pas être muet face au dialogue. Pourquoi je le dis? Parce que la culture de la paix, la culture de dialogue et la culture de débat font partie de la signification de la démocratie. Si nous ne dialoguons pas, qu'est-ce que le peuple va dire de nous? Parce que dans la lutte, on ne dit pas qu'aujourd'hui, il y a des hauts et des bas. Mais quand il y a des bas, on analyse pourquoi on a été bas. On ne dit pas, parce que le Congolais, excusez-moi de le dire, nous les Congolais, on a cette culture de facilité.